Bonjour à tous. L'analyse des états financiers par la méthode des ratios doit reposer sur un rapprochement et une liaison des ratios les uns par rapport aux autres. Dans cette vidéo, nous proposons de suivre une démarche permettant d'analyser et d'apprécier globalement la situation financière d'une entreprise. Nous distinguons les différentes étapes suivantes. La première étape est d'évaluer la rentabilité des capitaux propres. La deuxième étape consiste à analyser les ratios de rotation. La troisième étape consiste à analyser les marges. La quatrième étape permet d'analyser la capacité d'endettement de l'entreprise. La cinquième étape consiste à analyser la liquidité. La sixième et la dernière étape porte sur l'évaluation du cours de l'action par le marché. Commençons par la première étape de l'analyse par la méthode des ratios, évaluer la rentabilité des capitaux propres. Nous évaluons la rentabilité des capitaux propres à travers le ratio rentabilité des capitaux propres qui est donné par le rapport entre le bénéfice net et les capitaux propres. Passons à la deuxième étape qui porte sur l'analyse des ratios de rotation. Cette démarche porte sur les ratios de rotation suivants. La rotation des stocks, le délai moyen de règlement des fournisseurs, le délai moyen de recouvrement client et la rotation des actifs non courants. Le ratio de rotation des stocks indique combien de fois les stocks ont été renouvelés au cours d'un exercice donné. Il est égal au rapport entre le coût des marchandises vendues et le stock moyen, avec stock moyen est égal au stock initial plus le stock final, le tout est divisé par 2. D'une façon générale, un ratio de rotation des stocks élevé est préférable à un ratio faible. Toutefois, il convient de comparer l'indice de rotation des stocks par rapport à la moyenne du secteur auquel appartient l'entreprise. Un ratio significativement plus faible que cette moyenne signifie que les stocks de l'entreprise sont trop élevés par rapport à la demande de ses clients. La comparaison de ces ratios entre différentes entreprises est néanmoins délicate, puisque ces indicateurs de rotation sont influencés par la méthode d'évaluation des stocks utilisée par chaque entreprise. Le délai moyen du crédit fournisseur et contre-attaché indique le nombre de jours de crédit accordés par les fournisseurs à l'entreprise pour régler ses achats. Il est défini par le rapport fournisseur et contre-attaché divisé par les achats, le tout est multiplié par 360. Le délai moyen de recouvrement des clients et contre-attachés indique la période qui s'écoule entre le moment où la vente a eu lieu et celui du règlement. Il est obtenu par la formule suivante. Clients et contre-attachés divisé par le chiffre d'affaires total, le tout est multiplié par 360. L'entreprise doit faire en sorte que le délai moyen de recouvrement des clients et contre-attachés soit inférieur au délai moyen du crédit fournisseur et contre-attaché, et ce, pour des raisons de liquidité. Un délai moyen de recouvrement trop court indique que la période de crédit client est trop restrictive et inversement. Le ratio de rotation des actifs non courants a pour objectif de juger si l'entreprise utilise efficacement ses actifs non courants. Il indique le montant des ventes que réalise l'entreprise par unité monétaire investie en actifs non courants. La troisième étape consiste à analyser les marges en calculant le taux de marge brute sur coût matière,
le taux de marge brute commerciale et le taux de marge nette. Le taux de marge brute sur coût matière représente la proportion de la production après déduction des achats consommés. Il permet de mesurer l'efficacité de l'activité de production de l'entreprise. Il est calculé comme suit. Marge sur coût matière divisé par la production. Le taux de marge brute commerciale ou marge brute sur chiffre d'affaires est un indice de la proportion du chiffre d'affaires après déduction du coût des marchandises vendues. Il permet de juger l'efficacité de l'exploitation ainsi que celle de la politique des prix. Il est donné par le rapport vente moins coût des marchandises vendues, le tout est divisé par les ventes de marchandises hors taxes. Le taux de marge nette est obtenu par le rapport entre le bénéfice net et le chiffre d'affaires total hors taxes. Nous passons à la quatrième étape qui consiste à analyser la capacité d'endettement de l'entreprise à travers les ratios suivants. Le ratio de solvabilité générale, le ratio d'autonomie financière et le ratio de couverture des charges financières. Le ratio de solvabilité générale est défini ainsi. Total des actifs réels divisé par le total des passifs. Ce ratio doit être nettement supérieur à 1. Si sa valeur est égale à 2, cela montre que l'entreprise dispose d'une capacité d'endettement importante. Pourquoi? Parce qu'en cas de liquidation, la réalisation de ces actifs permet de rembourser 2 fois la totalité de ses engagements. Le ratio d'autonomie financière se calcule par le rapport entre les passifs non courants et les capitaux propres. Nous terminons par le ratio de couverture des charges financières qui est égal au bénéfice avant intérêts et impôts divisé par les charges financières. Ce ratio indique le nombre de fois que le bénéfice avant intérêts et impôts couvre la charge d'intérêt qui résulte des dettes contractées par l'entreprise. La cinquième étape consiste à analyser la liquidité à travers les ratios suivants. Le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité réduite et le ratio de liquidité immédiate. Le ratio de liquidité générale est appelé aussi ratio du fonds de roulement. Il est égal au rapport entre les actifs courants et les passifs courants. Généralement, plus ce ratio est élevé, plus l'entreprise pourra faire face à ses engagements à court terme. Les analystes financiers considèrent que la valeur de ce ratio devrait se rapprocher de 2. Néanmoins, cette valeur varie en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et de sa taille. Passons au ratio de liquidité réduite. Le ratio de liquidité réduite constitue une mesure plus restrictive de la liquidité de l'entreprise que le ratio de liquidité générale. En effet, il se calcule en divisant les actifs courants hors stock par les passifs courants. Si la valeur de ce ratio est égale à 74% par exemple, cela montre que l'entreprise est en mesure de rembourser 74% de ses dettes à moins d'un an en mobilisant la totalité de ses créances et de ses liquidités et équivalents de liquidités. En pratique, on considère comme étant appropriée la valeur de 1,5 du ratio de liquidité réduite. Le ratio de liquidité immédiate se définit comme étant le rapport
entre les liquidités et équivalents de liquidités et les passifs courants. Nous terminons cette démarche par la 6e étape, l'évaluation du cours de l'action par le marché. Cette étape porte sur les deux ratios suivants, le bénéfice par action et le ratio cours-bénéfice. Le bénéfice par action est le rapport entre le bénéfice net et le nombre d'actions. Le ratio cours-bénéfice est égal au cours de l'action divisé par le bénéfice par action. Ce ratio est connu sous l'appellation anglo-saxonne par le PER. Il est comparé au ratio moyen d'entreprises similaires opérant dans le même secteur. Dans le cas où la valeur du ratio de l'entreprise est supérieure au ratio du secteur, cela peut signifier que les actions de cette entreprise sont surévaluées par le marché et inversement. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.